Bonjour chers élèves, nous allons voir aujourd'hui une vidéo qui va traiter du chapitre qui s'intéresse à l'entre-deux-guerres, donc entre 1919 et 1939, et principalement aux régimes démocratiques qui ont été fragilisés durant cette entre-deux-guerres et à la montée de régimes totalitaires en Europe. Alors déjà ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'Europe de 1918, ce n'est pas du tout la même que l'Europe de 1914. Avant la Première Guerre mondiale, on avait de très grands empires, sauf que le traité de Versailles et la fin de cette guerre ont dessiné une nouvelle carte européenne. Je vous rappelle que l'Allemagne a été désignée comme la grande méchante de l'histoire, tout simplement parce que les autres pays, notamment l'Empire austro-hongrois, a été complètement disloqué, puisque désormais on a plusieurs pays, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Autriche. On voit que l'Allemagne a perdu des territoires, notamment quand la France a récupéré l'Alsace et la Lorraine, et également du côté de la Pologne, puisque la Pologne est réapparue. La Russie a également dû redonner une partie de la Pologne. Et on voit également que les Russes ont perdu une partie de leur territoire, puisque ont rendu plutôt une partie des pays qui avaient été récupérés par le grand empire russe, puisque désormais on voit qu'il y a les pays comme l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie. Donc on a une nouvelle carte européenne, avec principalement des régimes démocratiques, en tout cas jusqu'en 1929. Dans les années 30, l'Europe va être touchée par une grave crise économique qui venait des États-Unis et qui avait débuté en 1929 par un krach boursier. Vous aviez des banques qui avaient fait faillite, sauf que les États-Unis étaient les grands créanciers de l'Europe qui s'étaient énormément endettés auprès des États-Unis. La guerre a eu lieu il y a un peu moins de 10 ans, mais l'Europe est encore en reconstruction, donc cette crise économique la frappe de plein fouet. La crise, elle fait apparaître donc un très fort chômage dans la société, un fort chômage qui va toucher principalement les ouvriers, mais également les classes moyennes urbaines et rurales, comme par exemple les petits exploitants, les petits commerçants, les artisans. Et il y a une forte baisse du pouvoir d'achat, et rapidement, donc, les gens perdent leur emploi. Donc on va avoir deux façons de régler un petit peu les problèmes. On va avoir certains pays, ça sera le cas de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Russie qui est devenue donc l'URSS, où les populations vont se tourner principalement vers des régimes autoritaires ou totalitaires avec des idéologies racistes et nationalistes assez fortes, donc je reviendrai sur ça en deuxième partie. Et pour la France, on va voir qu'ils vont faire le choix d'essayer de mettre en place des mesures sociales et novatrices. Les partis de gauche vont s'allier, par exemple il y a la SFIO, le Parti radical et le Parti communiste, qui vont signer une alliance et qui vont se présenter aux élections de 1936 sous le nom du Front populaire. Ils remportent ces élections avec un programme politique qui est inédit. Le 6 juin 1936, le nouveau chef du gouvernement, qui est Léon Blum, va se présenter devant la Chambre des députés, va faire un discours et présenter son programme politique. Il va notamment proposer la mise en place de la semaine de 40 heures, avant on faisait 45 heures de travail, les premiers congés payés, puisqu'il va donner aux gens 2 semaines de congés payés, c'est la première fois pour certains dans l'histoire qu'ils vont partir en vacances. On va créer des conventions sociales pour les entreprises. Il va également proposer d'autres réformes à mettre en œuvre au cours de son mandat, comme par exemple la création d'un fonds de chômage ou la création d'un fonds de caisse de retraite. C'était des choses qui se faisaient déjà à l'intérieur des fois de certaines usines, mais pas partout. Les réformes vont se succéder au cours de son mandat, qui sera malheureusement très très court, parce qu'il y a des divisions internes au sein du Front populaire, notamment le Parti communiste qui s'est très rapidement désolidarisé du Front populaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces mesures étaient vraiment révolutionnaires, très sociales, très inédites pour l'époque. Le Front populaire fait le choix d'augmenter les salaires, d'augmenter également les dépenses publiques, de donner des mesures sociales très fortes aux Français, en souhaitant que ça puisse faire repartir l'activité économique et le pouvoir d'achat. Donc malheureusement, je vous ai dit, ça n'a pas tenu, et Léon Blum est forcé de démissionner en 1938. Quant aux autres pays, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai dit qu'il y a des pays qui allaient choisir de se tourner vers des régimes plutôt totalitaires, autoritaires. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que des régimes autoritaires par rapport à des régimes totalitaires ? Le régime autoritaire, c'est ce que vous avez par exemple en jaune sur cette carte, c'est un régime dans lequel on va trouver un chef unique, donc qui généralement s'est imposé par la force, donc par exemple avec un coup d'État, la restriction de liberté, mais par contre, il n'y a pas d'idéologie forte et pas forcément de volonté de s'étendre à l'extérieur. Ça va être le cas notamment par exemple de l'Espagne, où entre 1936 et 1939, il y a une guerre civile qui voit s'imposer à la fin un dictateur qui est Franco, qui met en place un régime autoritaire. On va par contre avoir la mise en place de 3 régimes totalitaires, donc c'est ce que vous avez sur la carte avec l'Italie, l'URSS et l'Allemagne. Le régime totalitaire, c'est toujours un chef unique, mais par contre, il y a une idéologie, il y a une volonté d'encadrer complètement la société et aussi une volonté d'étendre cette idéologie à travers le monde entier. Je reviens sur ces 3 pays qui vont voir s'imposer des idéologies fortes et également mettre en place des régimes totalitaires.
En Italie, en 1921, il y a un homme qui s'appelle Mussolini, donc c'était un journaliste qui dirigeait un journal qui s'appelait Il Popolo Italia, qui va fonder le PNF, qui est le Parti national fasciste, et qui va réunir autour de lui tous les mécontents de ce qu'il appelle la victoire mutilée de l'Italie, puisqu'il considère que les Italiens auraient dû avoir plus de terres à l'issue du traité de Versailles. Donc il n'est pas très content. Il établit un programme qui est assez autoritaire, assez fort. Il réunit autour de lui une petite bourgeoisie, des classes moyennes, notamment issues de l'industrie et des classes agricoles. Et il va en 1922, grâce à l'aide également de ce qu'on appelle les chemises noires, donc c'était des groupes paramilitaires, marcher sur la ville de Rome et prendre le pouvoir. À l'époque, il y a un roi en Italie qui craint la guerre civile et donc du coup qui va décider de transmettre le pouvoir à Mussolini. En URSS, donc je vous ai dit avant c'était la Russie, c'est devenu l'URSS. L'URSS c'est donc une fédération de plusieurs États. Il y avait Lénine qui avait mis en place une idéologie qui s'appelait le communisme à partir de 1917. C'est celle qui avait justement remplacé les tsars de Russie. Lénine meurt en 1924 et écrit dans son testament: attention, il ne faut pas transmettre le pouvoir à Staline, je me méfie de Staline. Bah, écoutez, il avait bien fait de se méfier parce que Staline, dès que Lénine décède, eh bien, va éliminer ses opposants autour de lui, va faire arrêter massivement tous ceux qui étaient contre lui, qu'il va soit tuer, soit déporter, et va réussir à prendre le pouvoir en URSS. Du côté de l'Allemagne, vous avez un homme qui s'appelle Adolf Hitler. Donc Adolf Hitler, c'était un Autrichien qui avait participé à la Première Guerre mondiale, qui a été notamment blessé durant la Première Guerre mondiale, et qui a, dès les années 1912, commencé à fréquenter des petits groupes racistes, notamment un groupe qui s'appelle la Société Thulé. Ces petits groupuscules racistes qui ont des idées un petit peu fortes de l'Allemagne, qui veulent voir réinstaurer une population allemande très forte, qui parle notamment d'une race germanique supérieure, eh bien, vont fonder un parti qui s'appelle le NSDAP, donc, qui est plus connu sous le nom de parti nazi, qui est un parti d'extrême droite. Et c'est Hitler qui va en prendre la tête, tout simplement parce qu'Hitler était un très bon orateur, et il apparaît un petit peu comme le messie de ce groupuscule, puisqu'il a une façon de s'exprimer qui arrive très facilement à convaincre les foules, et donc très rapidement il gagne en popularité et va devenir le chef de ce parti. En 1923, Hitler et son parti politique vont tenter un coup d'État sur la ville de Munich. Ça ne fonctionne pas, il est emprisonné. Et lorsqu'il est en prison, il va rédiger un texte qui s'appelle Mein Kampf, dans lequel il va complètement exposer son idéologie. À sa sortie de prison, son parti va rapidement progresser et il réussit en 1932 à être élu avec 32% des voix aux élections. Et le 30 janvier 1933, eh bien, il est nommé chancelier d'Allemagne. Donc on voit quand même que si on exclut Staline qui lui, d'une certaine façon, a remplacé Lénine en éliminant tout le monde au passage, que ce soit Hitler ou que ce soit Mussolini, on leur a quand même donné le pouvoir. Alors Mussolini a certes marché sur la ville de Rome pour prendre le pouvoir à la base par la force, mais le roi d'Italie lui a transmis le pouvoir, et Hitler est arrivé au pouvoir grâce à la voie des élections, donc à la voie légale. Ce qui montre à l'époque que la crise économique et également la Première Guerre mondiale a beaucoup ébranlé certaines populations qui n'arrivent plus à se satisfaire des mesures qui sont proposées par les régimes démocratiques, qui n'arrivent pas en fait à régler justement cette crise économique, et qui du coup vont faire le choix de se tourner vers des idéologies racistes, antisémites, nationalistes, vers ces hommes qui présentent des idées très radicales, en pensant que c'est presque la solution à tous leurs problèmes. Et donc justement, ces trois dictateurs vont chacun se baser sur une idéologie forte. C'est ce qui explique donc que ce soit un régime totalitaire. L'idéologie, c'est quoi? L'idéologie, c'est une grande idée qui doit notamment régenter toute la société et encadrer toute la société. Il faut que tout le monde adhère à cette idéologie, ce qui explique pourquoi souvent c'est basé sur une très forte propagande. Donc je rappelle, propagande, c'est quand on utilise des moyens culturels de toutes sortes, les médias, les journaux, des affiches, pour pouvoir essayer d'embrigader la société. En Italie, Mussolini met en place ce qu'on appelle le fascisme. Le fascisme, c'est basé sur un très fort nationalisme, donc nationalisme nation, le pays, donc on met en avant beaucoup l'Italie, avec l'idée notamment d'une Italie forte, puisque l'objectif de Mussolini, c'est de réinstaurer la Rome antique telle qu'elle pouvait exister au temps des grands empereurs romains. En URSS, on met en place l'idéologie communiste, donc c'est une idéologie qui a été proposée et mise en pratique dès 1917 par Lénine, dans laquelle on veut supprimer les propriétés privées, supprimer les classes sociales, collectiviser les terres et également avoir un État très fort et très dirigiste. Et en Allemagne,
C'est une idéologie qui s'appelle le nazisme. Le nazisme, donc on a dit qu'elle avait été présentée par Hitler dans son livre Mein Kampf, et elle est basée sur un fort antiparlementarisme, c'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas être partagé par un parlement et un chef, il y a une personne qui dirige, un racisme exacerbé, puisqu'on a l'idée qu'il y aurait une race supérieure, donc ce serait la race aryenne, dont descendrait le peuple germanique, donc le peuple allemand, et cette race donc, serait supérieure par rapport à toutes les autres races, au bas de laquelle se trouverait la race juive. Donc, ce qui signifie qu'en plus d'être raciste, cette idéologie est antisémite. Antisémite, c'est quand on rejette les juifs. Ces idéologies, pour fonctionner, ont besoin d'embrigader, de contrôler toute la société. Toute la société doit donc être tournée entièrement vers cette idéologie. Si ce sont des adultes, il faut qu'ils adhèrent au parti, ils peuvent également participer à des associations, et quand ce sont des jeunes, on va les intégrer dans des écoles qui vont être là pour les former à adhérer à l'idéologie, puisque plus on les forme jeunes, plus ils ont de chances, devenus adultes, tout simplement d'être complètement embrigadés et du coup d'adhérer complètement. D'autant que les dictateurs ont une idée. Je vous rappelle que totalitaire, c'est l'idée de vouloir s'étendre à travers le monde, et ils préparent d'une certaine façon la marche à la guerre. Du coup, ce qu'on demande, c'est aux filles de devenir de futures mères pour pouvoir avoir des enfants qui serviront de soldats, et les garçons, on les forme en leur faisant notamment des jeux paramilitaires, des activités physiques et sportives pour qu'ils puissent devenir de bons soldats. Alors, en Italie, ils sont intégrés dans des organisations de jeunesse qui diffèrent en fonction de l'âge. Par exemple, pour les jeunes, on a ce qu'on appelle les Figli della Lupa. Ça signifie enfant de la louve ça fait référence à la Rome antique. En URSS, on va trouver les jeunesses communistes, et en Allemagne, on va trouver les jeunesses hitlériennes. On a dans ces écoles une propagande qui est très très importante, puisqu'on cherche à convaincre l'enfant dès son plus jeune âge. Donc c'est une forme de lavage de cerveau. Si je prends par exemple les nazis, on va avoir dans les cahiers d'école des images qui vont être présentées aux enfants en leur montrant par exemple, regardez, ceci est un homme fort, c'est un germain, c'est un arien, c'est l'allemand parfait qu'il faut être, et à côté vous avez le juif qui est un être méprisant, qui est très laid et dont il faut se méfier. Et du coup le problème c'est que les enfants devenus plus grands ou plus adultes penseront vraiment que du coup les juifs sont des êtres méprisants dont il faut se méfier, parce qu'ils auront été embrigadés dès leur plus jeune âge. Les différents dictateurs mettent également en place ce qu'on appelle le culte de la personnalité. En gros, il faut se mettre en avant et mettre en avant leur propre personne, puisque les dictateurs ne veulent pas être des chefs qui ne sont détestés, ils veulent aussi être appréciés et aimés. Si on prend Mussolini, Mussolini se fait appeler le Duce, donc il met en place des belles affiches qui le présentent, qui règnent sur sa population. Hitler est appelé le Führer. Führer, ça veut dire le guide en allemand, puisqu'il était venu comme le Messie, tel un prophète qui vient répandre la voix de cette population aryenne et qui va guider justement le peuple allemand pour qu'il redevienne un peuple très beau et très fort. Quant à Staline, il est appelé le petit père des peuples, donc avec son apparence de grand-père, il veille sur les petits-enfants. Pour fonctionner dans un régime autoritaire, et quand la population n'adhère pas à l'idéologie, on met en place un appareil répressif, une police et un très fort contrôle. Donc vous oubliez tout de suite le fait de pouvoir avoir des libertés, ça n'existe pas évidemment, puisque tout est contrôlé par l'État. En Italie, Mussolini est arrivé au pouvoir grâce à l'aide des Chemises Noires, qui est donc un groupe paramilitaire, et ces Chemises Noires continuent à exister tout au long du temps où il va rester au pouvoir. En URSS, on a une police qui s'appelle la NKVD, qui est chargée notamment d'éliminer les opposants à Staline ou de les arrêter, et ceux qui sont arrêtés vont être déportés dans ce qu'on appelle des goulags. Les goulags, ce sont des camps de concentration qui se situent en Sibérie, où il fait très très froid, et où les gens sont tués à la tâche et au travail. Quant à l'Allemagne, on va mettre en place deux choses. Donc on va avoir les SS. Les SS, c'est à la fois la police qui protège le Führer, mais c'est aussi ceux qui vont être chargés des camps de concentration et plus tard des centres de mise à mort. Et on a également la Gestapo, qui est, elle, la police de l'Allemagne nazie. Alors, juste un petit aparté, en ce qui concerne notamment les juifs, le premier camp de concentration, donc camp de concentration et non pas camp d'extermination ou centre de mise à mort, est ouvert en 1933 à Dachau en Allemagne, donc on n'est pas encore du tout sur le processus d'extermination qui n'aura pas lieu avant 1942, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mort avant 1942, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extermination programmée avant 1942. Par contre, on a, dès 1935 en Allemagne, la mise en place des lois de Nuremberg, qui vont priver les juifs de leur citoyenneté, de leur droit à certains métiers, et qui vont imposer le port de l'étoile jaune. Puisque dans le projet d'Hitler d'éliminer la population juive, évidemment au départ il ne va pas le présenter comme ça, sinon les gens n'auraient jamais complètement adhéré.
Pour que les gens adhèrent, il a fallu qu'ils les préparent durant plusieurs années et également qu'ils ciblent cette population. Donc on a vu à travers les enfants quand il leur dit voilà comment sont les juifs, voilà contre qui tu devras te venger plus tard. Et dans la population, comment est-ce qu'on les repère? On note sur les magasins que ce sont des magasins qui appartiennent à des juifs, on va les stigmatiser en leur faisant porter cette étoile jaune, et on va les identifier puisque sur leur carte d'identité, il va être écrit qu'ils sont justement de religion juive. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, la prochaine fois ce sera donc la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.